Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique, plus spécifiquement dans le cadre de la mini-série Les voies du passage authentique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lisa Tupper que je vous présente à l'instant. Lisa, elle est à l'origine de La mort en lumière. C'est un projet qui est profondément humain et socio-spirituel qui vise à remettre du sens, de la lumière et de la conscience au cœur de la fin de vie. Sa mission, elle est vaste et courageuse. Elle ose parler de l'aide médicale à mourir, non pas seulement sous l'angle du soin médical ou du cadre légal, mais en ouvrant la réflexion sur tout l'univers humain, relationnel, existentiel et spirituel qui entoure cette décision. Lisa, elle aborde ces enjeux avec nuance, profondeur et respect. Elle invite à dépasser les débats polarisés pour revenir à l'essentiel, la dignité, la liberté, la présence et l'accompagnement. C'est une voix engagée, sensible et éclairante que nous avons le privilège d'entendre aujourd'hui. Salut, salut! Salut, wow, quelle belle présentation, j'en ai les frissons. Oh, mais ça me fait tellement plaisir parce que c'était vraiment ressenti quand j'ai écrit ta présentation. Ouais, il y a plein de mots là-dedans qui résonnent profondément en moi, ouais. Spontanément, nomme-moi-en donc un pour voir pendant que tu es à Ben, chaud. tu sais, la lumière, c'est sûr, la mort en lumière. Fait que, tu sais, Oui. par tout ce que je fais, je le fais toujours dans une optique. Puis, tu sais, lumière, il y a plusieurs sens à la lumière, hein, tu sais. Fait que oui, on voit la lumière, le passage, tout ça dans une optique plus spirituelle. Mais pour moi, la lumière, c'est aussi voir clair, avoir de la clarté. Fait que, tu sais, quand tu parles de nuances, discernement, ça aussi, ça me parle beaucoup parce que c'est aussi une de mes missions de donner de l'information qui va amener les gens à réfléchir avec clarté, avec discernement. Fait que, ouais, c'est tout ça. Je pense qu'on pourrait prendre tous les mots, les décortiquer, puis c'est sûr qu'ils s'apparenteraient à un aspect ou l'autre là, de ma petite mission. Ouais. Oui. Et justement, lumière, la mort en lumière, est-ce que tu veux nous expliquer en quelques mots ce que c'est exactement? Ouais. Ben moi, tu sais, au départ, il faut savoir que je suis retraitée depuis 2 ans suite à la vente de mon entreprise qui était dans un tout autre domaine, quand même dans un domaine d'information, mais bon, dans un autre domaine. Puis, à ma retraite, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de quelque chose qui va m'allumer tout autant que mon entreprise m'a allumé. Donc, un beau projet humain, un beau projet où est-ce que je vais transmettre de l'information, aider les gens, mais en même temps, j'avais envie que ce soit profondément connecté, un peu plus spirituellement. Et la mort, pour moi, ce grand passage-là, c'est quelque chose avec lequel j'ai un certain... Je suis très à l'aise, j'ai Oui. une certaine façon de le voir qui fait que j'ai envie aussi d'aider les gens à le voir avec plus de sérénité, avec plus de lumière. Donc, Oui. la mort en lumière est un peu née de ça, de me dire comment je peux faire pour sensibiliser les gens, toucher le plus de gens possible. Puis moi, ça passait par justement détabouer. Puis la première idée que j'ai eue à ce moment-là, c'était de dire, on parle pas de la mort sur les réseaux sociaux. Alors moi, je vais ouvrir un compte où est-ce que je vais parler de la mort sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, c'est même pas détourné, fin de vie ou quoi que ce soit. C'est vraiment la mort, tu sais. Appelons un chat, là. Puis, tu sais, ça, d'essayer d'en parler de façon un peu plus lumineuse, mais en même temps, pour moi, la lumière, comme je disais tantôt, c'est aussi la clarté, donc la lucidité. Fait que c'est pas non plus
gougou, wawa, la lumière au bout du tunnel, là, tu sais, on a toutes nos croyances, puis c'est correct, mais c'est en toute lucidité. Pour moi, la lumière, c'est aussi la lucidité, donc de savoir ce qui s'en vient, d'être capable d'en parler, d'être capable d'y réfléchir. Donc, ça se voulait vraiment un espace où est-ce que les gens pourraient s'inspirer de cette information-là, de ce contenu-là, pour, je l'espère, générer des réflexions et des discussions en arrière de ça. Puis ça accompagnait très bien mon parcours de formation en tant que Tanadoula. Oui. Ça allait de soi. Fait que c'est un peu comme ça que c'est né. Et là, ben, j'y mets du contenu. Malheureusement ou heureusement, j'ai commencé aussi à faire du bénévolat dans une Oui. association Oui. qui là aussi, vibre beaucoup, beaucoup pour Oui. moi et j'y mets beaucoup, beaucoup de temps. Oui. Donc, j'ai comme deux bébés à m'occuper. Fait que c'est ça, c'est d'essayer de nourrir les deux. Mais oui. Fait que dans le fond, ton but de nourrir justement tes médias sociaux pour apporter justement plus de contexte, puis tout ça, est-ce que tu as d'autres projets aussi qui s'en viennent dans ce sens-là? Écoute, j'ai plein de Ah, projets. Faut parfois que j'en laisse de côté, parce que je suis quand même à oui. la retraite avec mon Oui. conjoint, donc j'essaie de me garder du temps, mais l'entrepreneur en moi aurait le goût de faire mille une choses. Et aussi, la petite mission de cœur que j'ai est toujours à la recherche de comment faire pour atteindre encore plus les gens, pour les informer encore plus, pour diffuser encore plus cette information-là. Fait que oui, là, il y a le compte La Mort en Lumière avec du contenu là, que je partage, mais je voudrais faire des capsules beaucoup plus précises sur l'aide médicale à mourir, plus précisément. Donc, toutes les questions que je reçois, que je constate, toutes les informations qui sont méconnues ou incomplètes. Donc, je voudrais vraiment faire une série de capsules vraiment informative, pédagogique, où est-ce que les gens peuvent avoir la bonne réponse à leurs questions. Donc, ça devrait voir le jour sous peu si ce n'est pas déjà commencé au moment de la diffusion. Oui. Ah, ben génial, ça. Justement, tu as nommé l'aide médicale à mourir. Je pense que c'est un de tes sujets de prédilection, là. Oui, c'est vrai, on parle de la mort et tout ça, la mort en lumière et tout. Et effectivement, rapidement est venue à moi l'option de l'aide médicale à mourir en fin de vie. Tu sais, toutes les options pour moi sont dignes et c'est des choix personnels qu'il faut profondément respecter. Mais l'aide médicale à mourir, j'ai premièrement, bon, vite réalisé, c'était un peu le mal-aimé des soins de fin de vie, souvent tabou. Les gens ne veulent pas trop en parler. Donc, pour moi, ça venait chercher, j'ai toujours cherché à explorer des sentiers un peu moins empruntés. Donc, ça venait rejoindre cette petite vibration-là d'avoir un sujet un peu plus à côté. Et aussi, bien sûr, mes très grandes valeurs de liberté, d'autodétermination, de légitimité, de non-jugement. Fait que pour moi, tout ça ensemble faisait en sorte que effectivement, j'ai décidé naturellement de me dédier à en apprendre, à tout apprendre, tout connaître sur l'aide médicale à mourir. Ultimement, mon grand objectif, c'est justement d'être une ressource, d'avoir une expertise en la matière que les gens, quand ils n'ont pas la bonne information ou ils ne sont pas certains que je sois en mesure de la donner. Fait que oui, c'est pas mal le sujet de prédilection pour l'instant. Mais je suis super curieuse. Est-ce que tu penses que tu en serais venue à ce sujet-là si tu n'avais pas eu un parcours d'entrepreneur pour comme briser des portes puis foncer ou... Probablement que le sujet m'aurait tout autant animée. Puis, tu sais, j'ai une amie qui a reçu l'aide médicale à mourir là, dans sa quarantaine. Elle avait un cancer et déjà là, ça l'avait animé quelque chose en moi de dire quelle chance on a au Québec d'avoir ce soin-là. Fait que je pense que ça l'aurait quand même animé quelque chose en moi. Je pense que le parcours d'entrepreneur, qu'est-ce qu'il donne, c'est peut-être justement un peu plus le courage d'aller de l'avant avec un sujet qui n'est pas nécessairement celui dont tout le monde a envie de parler.
Puis, tu sais, je dis ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait envie d'en parler puis qui aurait envie d'en savoir, mais qui se retiennent parce que justement, c'est un peu stigmatisé, ça Ouais. soulève les débats. Fait que c'est sûr que je pense que le parcours d'entrepreneur, c'est peut-être ça qui a amené à savoir que on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas avoir un sujet qui rejoint tout le monde, mais notre sujet rejoint toujours quelqu'un. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que je le fais, en avançant, en me disant, s'il y a une personne qui est à la recherche de la bonne et juste information et qui tombe sur mon compte puis sur mes informations, ben j'aurai déjà accompli quelque chose, ouais. Ah, mais c'est bon. Puis dis-moi donc, avant de sillonner ton parcours d'entrepreneur, quand tu étais tout petite, qu'est-ce que tu rêvais de devenir? Psychologue, très certainement. Ouais, ça a toujours été, j'ai toujours voulu aider, comprendre, écouter. Fait que psychologue et professeur. Ça, OK. professeur, ça a comme été mon. Même adulte, je me suis dit, mon Dieu, que j'aurais aimé être professeur, j'aurais aimé pour la transmission de l'information. C'est quelque chose qui m'habite vraiment beaucoup, beaucoup, ce côté pédagogique-là. Je l'ai fait quand même dans mon parcours d'entrepreneur, tu sais, avec avec mes employés, avec mes clients. Ça a toujours été puis, tu sais, on m'a toujours dit que j'avais une façon d'expliquer, de vulgariser qui était claire, qui était limpide. Fait que je pense que sans avoir fait ces grandes études-là, c'est un peu un mélange des deux Ouais. C'est que je ça. réalise. Ouais. Oui, oui, j'ai l'impression qu'avec ta casquette, justement, de Tanadoula, tu es capable de faire l'accompagnement et la transmission de connaissances. Là. Ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça que, tu sais, tout ce que je fais présentement résonne vraiment beaucoup avec moi, avec ce que j'ai envie de faire. Tu sais, dans le cadre de mon bénévolat, justement, d'être à la ligne d'information d'une association où est-ce que les gens appellent et justement veulent des réponses, veulent aussi du soutien. Tu sais, il y a une partie d'écoute aussi, là. Ces gens-là n'ont pas reçu d'écoute et d'information nulle part ailleurs. Donc, je suis la première personne, là, où est-ce qu'ils soudainement, ils se sentent entendus dans leur questionnement et leur réflexion par rapport à l'aide médicale à mourir. Fait que oui, je pense que c'est les petits rêves de profession non achevés là, se concrétisent d'une autre façon, puis c'est parfait. Puis par rapport à tes rêves, justement, est-ce que tu as un désir de faire bouger les choses? C'est sûr que, tu sais, on a toujours cette grande ambition-là. Tu sais, moi, ma grande ambition, c'est que la mort devienne un sujet facile et courant, tu sais, que les gens en parlent ouvertement, mais mon Dieu, faut aller au-delà des tabous, faut aller au-delà des peurs des gens aussi. C'est pas, tu sais, le tabou est créé par une peur, donc là, ça devient intrinsèque. Fait que c'est pour ça que je me dis une petite graine à la fois. Mais oui, parce que je pense que les deuils et les fins de vie seraient beaucoup plus faciles et sereines si en amont, on pouvait ouvrir le sujet, s'exprimer, déjà commencer à travailler sur les émotions qui passent au travers de tout ça. Fait que oui, c'est ma grande ambition. Alors, j'essaie de le faire un jour à la fois, une personne à la fois. C'est quoi les peurs, justement, avec lesquelles tu jongles? Mes peurs à moi? Non, non, les peurs que Ah, les gens là, te contactent par ouais. rapport à ce sujet-là, c'est quoi qui remonte le plus souvent? Ben, c'est sûr la stigmatisation, la peur du jugement. Là, tu sais, il faut vraiment travailler à démocratiser l'aide médicale à mourir, à faire en sorte que ce soit vu comme un choix comme un autre. Tu sais, moi, un grand message aussi que j'essaie d'envoyer, c'est que les soins de fin de vie ne s'opposent pas. C'est pas, on n'a pas à choisir entre des soins palliatifs ou l'aide médicale à mourir. Et même quand les gens appellent des fois puis qu'ils disent ah moi je veux l'aide médicale à mourir, c'est la dignité puis tout ça, je me fais quand même un devoir de leur dire la dignité, c'est pas juste l'aide médicale à mourir, c'est le respect de vos valeurs, de vos choix, de vos convictions. Donc, d'amener aussi une réflexion. Fait que, ouais, la peur du jugement. C'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup d'émotions très complexes dans l'aide médicale à mourir. Tu sais, j'ai d'ailleurs monté un journal d'accompagnement pour les proches pour aider à démêler tout ça parce que c'est des émotions souvent
qui vont s'opposer un petit peu, on dirait. Tu sais, un a un soulagement, l'autre a de la culpabilité. Ouais. Un a hâte que le moment arrive, l'autre voudrait que le temps s'arrête puis que ce moment arrive jamais. Donc, il y a vraiment, j'utilise souvent l'image du pont. OK. Donc, il y a vraiment un pont à construire entre toutes les personnes qui vivent ce chemin-là de l'aide médicale à mourir. Donc, je pense qu'il y a une grande peur aussi de la réaction des proches. Des fois, les gens, quand ils me parlent, des fois, ils n'en ont même pas parlé à leurs proches encore. Fait que ça aussi, tu sais, je vais faire une petite sensibilisation à l'effet que ça fait partie du cheminement, qu'ils peuvent être accompagnés, qu'ils peuvent être aidés. Ils ne sont pas obligés. Ceci étant dit, l'aide médicale à mourir dans la loi, c'est clair, ça peut demeurer confidentiel. Mais, tu sais, avec mon chapeau de Tanadoula, je suis très sensible au deuil aussi. Et quand on dit que l'aide médicale à mourir amène des deuils complexes et traumatiques, ben, je pense que c'est pas l'aide médicale à mourir, c'est tout le chemin avant qui va façonner le deuil, parce qu'il y a des histoires d'aide médicale à mourir qui se font. J'ai eu des témoignages, vraiment des beaux témoignages, où est-ce que les gens m'ont dit que ça l'a aidé leur deuil. Donc, c'est là que le chapeau de Tanadoula arrive un petit peu pour essayer de dire en amont qu'est-ce qu'on peut préparer, comment on peut planifier tout ça pour faire en sorte qu'il y ait plus de lumière pour tout le monde. Ben oui. Fait que dans le fond, c'est le support émotionnel de tout l'écosystème autour de la personne. Exact. Oui, exactement. Ouais. Puis dis-moi donc, c'est quoi ta plus grosse frustration par rapport à ce sujet-là? Ben, je pense que c'est justement, puis là, je veux pas heurter certaines de mes collègues Tanadoula, mais c'est vraiment le débat qui existe encore, l'opposition. Puis, tu sais, elle peut-être pas au niveau du terrain, peut-être plus au niveau des dirigeants et tout ça, mais vraiment l'opposition entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Tu sais, ça fait pas longtemps que la loi, ça fait juste depuis 2023 que la loi oblige les maisons de soins palliatifs à donner le soin d'aide médicale à mourir si quelqu'un le veut. Tu sais, il y a des choses que je m'explique mal parce que je me dis, on est dans un parcours de fin de vie, c'est une option qui existe, des gens la demandent. C'est comme si on ne faisait pas confiance aux gens. C'est comme si on disait, ben toi, tu demandes l'aide médicale à mourir alors que tu devrais les mourir de la bonne mort comme on l'a toujours fait. Fait que ça, c'est un peu une frustration par rapport à cette perception-là de l'aide médicale à mourir dans le milieu palliatif. Parce que, tu sais, on le sait, auprès de la population, là, les statistiques sont là, l'aide médicale à mourir est bien accueillie. Tu sais, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'information, d'accompagnement, mais il est bien accueilli. Alors, j'aimerais que les milieux palliatifs et de fin de vie accompagnent les gens à savoir pourquoi vous pensez à l'aide médicale à mourir plutôt qu'une autre fin de vie, puis d'amener la personne à faire un choix éclairé en fonction de toutes les options qui s'offrent à eux. Là. Fait que, ouais, ça habite toujours un petit peu. Ben oui. Mais c'est sûr que, tu sais, à l'échelle de l'humanité, c'est vraiment juste un petit saut de puce, là. Ça fait 3 ans, là. Fait qu'on ne sait pas encore avec tous les changements. Peut-être dans 5 ans, si on se revoyait pour une autre entrevue, ça serait une toute autre discussion, là. C'est certain que ça évolue, mais ça fait quand même 10 ans que c'est dans c'est dans le paysage de fin de vie. Donc, tu sais, pourquoi le milieu de fin de vie a encore des résistances après 10 ans? Puis, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de chercheurs qui se penchent sur ces questions-là. Moi, je pense que c'est qu'on est encore un petit peu dans des questions de valeurs personnelles et qu'on ne va pas plus loin à comprendre et à non juger, tout simplement. Tu sais, comprendre que la personne, tu sais, l'aide médicale à mourir, ça reste que c'est la seule option de fin de vie sur laquelle la personne a un contrôle. Fait que, tu sais, les autres options de soins de confort, c'est parfait, c'est bien. La personne est confortable, elle va quitter doucement, puis pour certains, c'est correct, ça répond à ce qu'ils croient et ce qu'ils ont envie. Pour d'autres, ils ont envie d'avoir le contrôle sur ce moment-là. Ils ont envie de ne pas vivre des derniers moments qui, pour eux, portent atteinte à leur dignité. Donc, tu
je pense qu'il faut respecter ça, il faut explorer ce choix-là avec la personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui amène ça? Je suis d'accord que il y a un paquet de circonstances, comme par exemple, quand les gens disent je veux pas être un fardeau. Ça mérite d'être exploré parce que on n'est pas nécessairement un fardeau. Puis pour les proches aidants, ça peut être, tu sais, ils peuvent apprécier ces moments-là où est-ce qu'ils prennent soin de leurs proches. Donc, c'est là que je reviens à l'information. Je reviens à dire, il s'agit d'informer, discuter, réfléchir ensemble. Tu sais, la personne est capable de réfléchir à son option de soins de fin de vie. Oui. Puis comme tu l'as mentionné précédemment, c'est vraiment décision éclairée. Exactement, exactement. Puis tu sais, je suis... En même temps, je ne suis pas gênée de dire qu'il y a probablement des gens qui pensent à l'aide médicale à mourir parce qu'ils pensent que c'est la solution, parce qu'ils manquent d'informations sur les autres options. Comment ça se passe, une fin de vie en soins palliatifs, la sédation palliative, j'en parle souvent aussi. Les gens ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, fait que, tu sais, je pense que ça ne veut pas dire non plus que quand les gens veulent l'aide médicale à mourir, il faut tout de suite dire ah ben oui, on respecte votre choix. Encore là, il faut donner l'information, il faut expliquer l'ensemble des options. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Tu as mentionné aussi dans notre échange les statistiques. Vite comme ça, es-tu capable de nous en donner quelques-unes pour jouer un peu à Pauloude? Je suis toujours, tu sais, je veux tellement pas me mêler, il y en a tellement de statistiques, mais tu sais, je pense qu'une qui est intéressante, puis avec qu'est-ce qu'on est en train de se dire, c'est que, tu sais, il y a plus de 80% des gens qui vont recevoir l'aide médicale à mourir qui ont passé par les soins palliatifs. Fait que, tu sais, quand on dit que c'est pas des soins qui s'opposent, c'est dans un continuum de soins, je pense que, tu sais, il faut garder ça en tête aussi. Il y a 60% des cas, là, selon les dernières statistiques d'aide médicale à mourir, qui étaient en lien avec le cancer. Donc, souvent, il y a un mythe aussi que c'est juste quand on a le cancer qu'on peut avoir l'aide médicale à mourir. Mais on s'entend que le critère de la loi, c'est une maladie grave et incurable qui mène à un déclin des capacités avancées, des souffrances et tout ça. Mais donc, il y a 40% d'autres maladies, pathologies que le cancer. Donc, c'est quand même élevé. Donc, puis, tu sais, environ, oh mon Dieu, je ne voudrais pas me tromper dans les statistiques, mais il y a quand même 30 quelques pourcents des gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir à domicile aussi. Puis cette statistique-là, j'ai tendance à dire qu'elle est un peu fausse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à domicile, mais qui ne veulent pas le recevoir à domicile, donc ils s'en vont en milieu hospitalier pour le soin. Donc, la statistique du milieu hospitalier est plus élevée. Mais moi, ces statistiques-là, je les trouve intéressantes pour la communauté des Tanadoulas parce que ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de gens qui le font à la maison puis qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources. Oui, les soins à domicile sont là, puis dans certaines régions, ils ont beaucoup de ressources, de bonnes ressources, mais on le sait, dans le système de la santé, c'est quand même ressources limitées. Fait que je pense que c'est aussi un soin où est-ce que il y a vraiment un besoin d'accompagnement et j'aimerais, c'est ça, c'est un autre grand rêve qu'on a tous les Tanadoulas, mais tu sais, j'aimerais voir qu'il pourrait y avoir des services de Tanadoula à un moment donné qui sont donnés à ces personnes-là aussi, là. Ah, tout à fait. Puis dans tes rêves, là, où tu t'imagines dans 5 ans, mettons? Dans 5 ans, pas mal à la même place, je dirais, c'est-à-dire à continuer de défricher ce chemin-là, ce sujet-là, de transmettre de l'information, d'informer. Donc, mon rôle et ma mission évoluera probablement autant que la loi évoluera, parce que, bon, on sait, il y a encore des débats sur la table avec l'aide médicale à mourir, entre autres pour les troubles de santé mentale, qui va amener un tout nouveau débat, de toutes nouvelles questions et tout ça. Mais, tu sais, j'ose espérer que je serai peut-être reconnue de plus en plus comme avec cette expertise-là. J'ai vraiment envie, puis même, tu sais, d'aider la communauté de Tanadoulas et de professionnels en fin de vie. Donc, moi, tu sais, je pratique pas comme tel auprès des patients et tout ça parce que
Je le fais avec mon bénévolat, je donne l'information. Avec la mort en lumière, je donne l'information. Donc, de continuer à être une référence en la matière. Ouais. Ouais, puis subtilement, là, dis-moi donc, as-tu déjà eu le goût ou le désir d'utiliser ta plume comme véhicule justement pour l'information? Oui. Il y a peut-être un petit projet aussi qui mijote à ce sujet-là. Entre autres, tu sais, d'essayer de transmettre l'information au travers des récits un peu plus touchants. Tu sais, il y a un côté de moi qui est très pédagogue. Oui. Puis des fois aussi, quand je me vois justement quand je fais mes capsules ou dans des podcasts, je suis comme, oh mon Dieu, que je suis sérieuse, puis que je suis. Mais tu sais, c'est mon côté qui justement est dans l'information. Je cherche vraiment, mon cerveau roule. Oui, j'ai un projet de peut-être à l'écrit. Faire des récits qui rapportent cette même information-là, ce même véhicule-là, mais dans une approche peut-être un petit peu plus sensible et touchante. Oui. Oh, c'est beau. En tout cas, moi, je vais vouloir le lire, c'est sûr. Puis si tu avais à retourner dans le passé, là, on va dire, ta version de toi quand tu étais entrepreneur, si tu avais un conseil à lui dire à ce moment-là, en vue de ce que tu fais aujourd'hui, ça serait quoi? Ah mon Dieu. Je pense que ça serait fais confiance. Ça, le pire, c'est que ça a toujours été mon motto, là, fais confiance à la vie. Les choses vont se placer, mais dans les années qui ont précédé ma retraite, tu sais, moi, j'avais un contrat à finir pendant 5 ans là, avant ma retraite et j'avais tellement peur de qu'est-ce que j'allais faire. Puis, tu sais, je me disais à 50 ans, je ne peux pas arrêter. Puis, c'était vraiment, ça me hantait de trouver qu'est-ce que j'allais faire. Et je me dirais, pendant ces 5 années-là, c'est comme relax. Ouais. La réponse va venir, les projets vont être là, tu vas être comblée, tu vas être heureuse. Donc, de ne pas avoir cette petite anxiété-là du vide qui s'en vient. Oui. Mais en même temps, je pense qu'elle était saine et qu'elle m'a amenée aussi à explorer des options, à regarder ce qui se faisait. Puis, c'est là que j'ai découvert Tanadoula. Ah, ça existe? Ben oui, ça rejoint. Donc, tu sais, je pense que n'importe quelle réflexion qu'on a amène aussi une exploration des options. Donc, c'est un passage obligé. Mais je lui dirais encore, fais confiance. Puis encore aujourd'hui, je me le répète souvent aussi, c'est ça, faire confiance, puis se lancer tout simplement, écouter l'élan du cœur. Oui. Puis est-ce que ça serait le même conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de travailler dans le domaine de la fin de vie puis du deuil? Oui, très certainement. Écoutez l'élan du cœur. Je pense que, tu sais, le cœur, il se trompe jamais. Puis la vie met sur notre chemin ce qu'on a besoin au bon moment. Donc, oui, c'est se lancer, puis voir au fur et à mesure. Tu sais, on les a, les discussions souvent avec des gens dans notre petite communauté. Puis, tu sais, ce qui revient toujours de tout le monde, c'est faisons le premier pas, puis on verra c'est quoi le deuxième après, là. Ben oui, tout à fait. Comme quand on commence à marcher, ben, il faut se mettre dans le mouvement, puis après ça, le chemin continue, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, le fait aussi d'avoir passé par la formation de Tanadoula, parce que j'aurais pu, tu sais, avec les études que j'avais, j'aurais pu aller compléter un bac en travail social, par exemple, qui aurait pu me permettre de faire la même chose que je fais présentement. Mais c'est sûr que l'option de Tanadoula me rejoignait beaucoup plus parce que à cause de tout ce que ça englobe au niveau de la fin de vie. Mais encore là, puis c'est sûrement pas un hasard, sûrement mon inconscient qui m'amène là. Je suis encore dans un sentier qui est à défricher. Donc, moi, je suis Tanadoula qui parle de l'aide médicale à mourir. Donc, ça se peut que certaines personnes me regardent un petit peu de travers, mais encore là, je reviens avec l'élan du cœur. Je sais que ça part de la bonne place. Je le disais quand j'étais en affaires dans des contextes très cartésiens, très professionnels. Si ça part de la bonne place, puis c'est fait avec une bonne intention, il n'y a rien qu'on devrait s'empêcher de faire. Tout à fait. L'intention, le cœur, écoute, c'est merveilleux. Je ne peux pas dire mieux. Écoute, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Merci d'avoir accepté l'interview. Puis j'ai très hâte d'écouter ta conférence.
Oui, oui, j'ai super hâte de participer à ton événement, puis d'avoir cet échange-là avec les gens. Ça va être un beau moment. Bon, mais génial. Mais passe une merveilleuse journée. Puis bonne journée à tout le monde aussi. Merci, bye bye. Bye bye! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.